Jusqu'où ira l'armée israélienne au Liban? Tsahal annonce de nouvelles frappes sur des sites du Hezbollah qui menacent de se venger. Faut-il s'attendre à une guerre imminente, une opération terrestre de la part d'Israël? Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI, Louis Duclos, bonjour. Vous êtes analyste géopolitique. Et Richard Verly, bonjour. Vous êtes journaliste correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick, auteur du Bal des illusions, ce que la France voit et ce que le monde voit, aux éditions Bernard Grasset. Richard Verly, puisque je vous ai cité, est-ce qu'il y a un risque de guerre imminent quand on voit la montée de tensions à la frontière et puis les opérations israéliennes qui se poursuivent? Absolument. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il semble quand même que ni Israël ni le Hezbollah, pour l'instant, n'ont envie de cette guerre totale, même si le gouvernement israélien pousse très fort en ce moment. Mais une guerre totale, ce serait évidemment autre chose. Ça voudrait dire une invasion physique du Sud-Liban, avec tous les risques afférents. On se souvient de l'opération de 2006, comment elle s'était soldée pour Israël. Et puis, il y a le risque d'engrenage. Ce n'est pas le général qui va me démentir. Vous démarrez des opérations militaires, vous augmentez la pression de ces opérations militaires et inévitablement, vous tombez dans un risque d'engrenage, c'est-à-dire une riposte du Hezbollah, un missile qui à nouveau partirait vers une zone peuplée par des civils. Vous vous souvenez de cette explosion sur un stade qui avait fait qui avait tué des enfants et qui avait entraîné la riposte contre le chef militaire Fouad Choker, dont le successeur vient d'être tué à son tour. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir les yeux sur l'engrenage. Après ce qui s'est passé, le Hezbollah se doit de riposter, en tout cas il l'a promis politiquement, son chef, le cher Nasrallah, l'a promis. Maintenant, à un moment donné, quelque chose peut déclencher de la part des Israéliens ce qu'ils vont présenter inévitablement comme un droit de légitime défense. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle guerre du Liban aura commencé. Louis Duclos. Je dirais que tout a été à peu près dit. Le risque de guerre totale est réel, étant donné les tensions qu'il y a dans le sud-Liban, les frappes nombreuses qu'il y a dans le sud-Liban. Depuis l'attaque des pagers, des beepers mardi, on a vu qu'Israël remontait du matériel militaire, des champs, des tanks, etc., vers le nord du pays, potentiellement pour une offensive terrestre. Le Hezbollah est considérablement affaibli depuis cette attaque des beepers et des talkie-walkie. Donc je pense que Israël est en train de battre le fer tant qu'il est chaud. Ils ont affaibli le Hezbollah et ils vont continuer à l'affaiblir et ils vont continuer à frapper tant qu'ils le peuvent. Est-ce la revanche des services israéliens, la capacité à frapper le Hezbollah, eux qui ont été tant décriés après 7 octobre? Oui, alors c'est une opération qui peut-être était liée à ce qui s'est passé à Gaza, bien évidemment, mais qui peut-être était planifié de plus longue date. Oui. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et ce qui semble être le cas, j'ai pas mal lu ces derniers temps, notamment dans la presse anglo-saxonne, c'est que cette attaque n'était pas supposée intervenir maintenant. Les beepers avaient été piégés de manière à pouvoir être activés, c'est-à-dire à pouvoir exploser lors d'une offensive militaire, lors d'une opération militaire, parce qu'à ce moment-là, tous les cadres, on aurait été sûr d'abord que ces beepers auraient été aux mains de cadres et de soldats du Hezbollah, ce qui n'est pas le cas. Là, il semble qu'il y a quand même eu beaucoup de civils également. Imaginez par exemple quelqu'un qui avait posé un beeper sur la table avec sa petite fille qui vient près de la table, et bien la petite fille, elle meurt. Il faut quand même pas l'oublier. Donc il était prévu que cette attaque, elle intervienne dans le cadre d'une opération militaire, et c'est semble-t-il parce que le Hezbollah a remarqué que certains beepers posaient un problème, alors le renseignement israélien, en ayant été averti, a décidé de tout faire exploser. Ça prouve une chose, c'est que le renseignement israélien a été averti. Oui. Il a été averti que son complot, si je puis dire, avait été éventé. Mais autrement dit, la configuration, ce qu'on voit aujourd'hui, l'explosion sur le marché, ce n'était peut-être pas ce que les Israéliens avaient en tête, c'était plutôt de décapiter l'organisation lors d'une confrontation militaire. Maintenant, par ailleurs, on prend beaucoup de précautions pour dire ce n'est peut-être pas Israël. Je crois qu'il faut arrêter. C'est évidemment Israël, c'est évidemment les services de renseignement israéliens. Qui d'autres auraient eu intérêt à monter une telle opération pour décapiter le Hezbollah? Louis Duclos. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vraiment un secret de polichinelle sur le fait que ce soit Israël. Cette affaire, c'est quand même une opération qui a été créée de longue date. Les beepers ont été piégés à la chaîne de conception. Donc c'est vraiment impressionnant dans l'anticipation, dans l'organisation, dans l'exécution. Est-ce qu'ils voulaient vraiment le faire à ce moment-là? C'est difficile de dire, on ne peut pas encore vraiment l'assurer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur guerre contre le Hezbollah, ils sont très efficaces.
Des missiles américains de moyenne portée pour les F-16 vont-ils être fournis à l'Ukraine? Washington pourrait donner son feu vert à l'heure où une aide militaire de 375 millions de dollars pour Kiev doit être validée la semaine prochaine. Tout se joue dans les heures, les jours qui viennent. Volodymyr Zelensky le sait, il ne faut rien brusquer et il fait savoir en Ukraine que ni l'Amérique ni le Royaume-Uni pour l'instant n'ont donné la permission d'utiliser ces armes sur le territoire de la Russie sur n'importe quelle cible et à n'importe quelle distance, et Kiev ne l'a donc pas fait. Mais peut-être que les choses pourraient bouger. On va en parler avec nos invités, le général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, Louis Duclos, analyste géopolitique, Richard Verly, journaliste correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick, auteur du Bal des illusions, ce que la France croit et ce que le monde voit, aux éditions Bernard Grasset. Et Nathalie Schrin nous a rejoint. Bonjour Nathalie Schrin, française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Général, concrètement, qu'est-ce que ça changerait si des missiles moyenne portée pouvaient équiper des F-16 sur le front? C'est difficile parce qu'on n'a pas à savoir, dans la mesure où on ne connaît pas l'arme elle-même telle qu'elle est définie. C'est quoi moyenne portée? Alors moyenne portée, ça peut être du tir air-sol, c'est-à-dire pour frapper des cibles à terre. Ça peut être air-air, c'est-à-dire éliminer les avions ennemis. Voilà où on en est. Donc moyenne portée, on est dans les peut-être 150, enfin je ne sais même pas d'ailleurs, 150 km. Mais alors pour les F-16, à l'origine, me semble-t-il, on a bien dit qu'ils étaient là pour faire de l'interdiction aérienne. Donc a priori, ce serait du air-air, donc combattre les autres avions. Voilà. Maintenant, en dire plus, c'est extrêmement difficile. D'un autre côté, à part la question militaire, on peut parler de la question politique. Oui. La question politique, en l'occurrence, il ne faut pas que le président Zelensky revienne des États-Unis sans rien. Donc il faut bien lui donner quelque chose. Alors pour répondre à votre question, je pense que ça ne changera pas grand-chose à ce qui va se passer dans les airs au-dessus de l'Ukraine. Il y aura toujours des interdictions d'utiliser des armes dans telle configuration. Il y aura une amélioration sans doute des F-16 qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas à la date d'aujourd'hui. Il y en a quand même moins d'une dizaine en principe, même si les chiffres varient entre 6 et 12. Il y en a un quand même qui a été détruit, c'est une réalité, quelle qu'en soit la cause. On ne les voit pas dans l'espace aérien. Donc aujourd'hui, est-ce que ça va changer quelque chose? Je crois plus que c'est comme je l'ai dit il y a quelques instants, un effet de communication pour dire oui, le président Zelensky vient demander quelque chose, les Américains vont donner quelque chose, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'ils peuvent donner beaucoup de plus aujourd'hui? Je pense qu'on a vidé largement les entrepôts, on n'a pas d'armes nouvelles qui changeraient le sens de la guerre, on est juste là pour maintenir finalement l'élan ukrainien dans le combat face à la Russie. Louis Duclos. Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une bonne chose. Il me semblait qu'on parlait de bombes JSO, donc ce sont des bombes planantes qui sont larguées à haute altitude, et une fois que la bombe est larguée, il y a des petites ailes qui s'ouvrent, ça lui permet de planer jusqu'à sa destination avec une grande précision. Et en moyenne portée, cette bombe elle va autour de 100 km, donc c'est insuffisant, mais c'est toujours utile. Il faut voir si les États-Unis vont permettre à l'Ukraine de frapper en territoire russe avec ces bombes, mais il y a un certain nombre de sites militaires russes qui sont du coup dans le périmètre de frappe de ces bombes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'on voudrait, c'est surtout les armes de longue portée pour qu'elles puissent frapper en Russie, et là vraiment faire mal et pouvoir attaquer en profondeur les sites stratégiques militaires russes. Je fais juste une remarque, si vous me permettez. Si c'est une bombe, c'est pas un missile. Un missile, c'est un matériel militaire qui va là où on lui a dit d'aller. La bombe planante, c'est un peu différent. Donc effectivement, on a quand même un doute sur de quoi parle-t-on. La bombe est guidée par GPS. Oui, mais c'est pas considéré comme un missile en tant que tel. Donc on peut jouer sur les termes. Mais voilà. Donc on a quand même une ambiguïté sur quel type de matériel va vraiment être livré au profit des F-16. Oui, le mot c'est arme à moyenne portée. Oui, voilà, que ce soit des missiles ou ce soit des bombes planantes. Richard Verly, est-ce que les Américains cèdent sur les armes à moyenne portée parce qu'ils ne voudront pas se résoudre à livrer des armes longue portée? Je ne crois pas que l'un soit exclusif de l'autre. Je pense qu'il est certain que l'administration américaine actuelle, compte tenu de ses impératifs électoraux aux États-Unis, fait très attention au matériel qu'elle va livrer à l'Ukraine, à ce que l'Ukraine pourrait en faire, mais pour des considérations qui sont essentiellement de politique intérieure américaine. Alors après, est-ce que donner ce type d'armes à l'Ukraine, ça veut dire qu'on ne lui donnera pas celle que veut vraiment le président Zelensky, à savoir des missiles, enfin l'autorisation, parce que les missiles, les Ukrainiens les ont, l'autorisation, en fait, ce qu'on veut, c'est simplement un feu vert. L'autorisation de frapper en profondeur, je crois on n'a pas les éléments pour le dire. Ce qui me semble clair, c'est qu'à partir du moment où les F-16 vont être plus nombreux, pour l'instant, vous l'avez dit, c'est très peu.
une dizaine. À partir du moment où ils vont être plus nombreux dans le ciel ukrainien, il faudra qu'ils remplissent un rôle. Et il faudra qu'ils soient un facteur, effectivement, de changement du conflit. Pour qu'ils le soient, il ne suffit pas de les faire voler. Il faut les armer, et les armer de manière conséquente. Donc ça me paraît être assez, je dirais, logique qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de F-16 dont les Ukrainiens disposent, on augmente le type d'armement qu'ils pourront utiliser. Après, la question est toujours la même. Est-ce que le nombre in fine sera suffisant pour faire la différence? Puisqu'on parle des F-16, général, où en est-on? Parce que là, on parle de la possibilité qu'ils soient équipés d'armes à moyenne portée, mais depuis les premières images de communication, on n'en a plus vu. Non, et on revient peut-être aux causes supposées de la destruction du premier F-16, et surtout le pilote chevronné qui en est mort. Donc il y a quand même beaucoup de doutes effectivement sur les causes, tir fratricide du côté ukrainien, destruction par une arme russe, on n'en sait rien, mais si c'était le deuxième cas, ça veut dire d'abord que finalement les F-16 n'ont pas la suprématie du ciel et que les Russes sont capables de détruire un F-16. On n'en sait pas plus. Et de l'autre côté, c'est un tir fratricide ukrainien, ça veut dire intrinsèquement que l'organisation de l'espace aérien du champ de bataille n'est pas tout à fait conforme au bon usage du F-16. Comme j'avais expliqué une fois, en fait, pour faire très simple, l'espace aérien est divisé en cases. Il y a des cases où il y a les avions, les cases où il y a les missiles, je parle des amis, les cases où il y a le tir antiaérien, la défense antiaérienne, et il faut éviter que ces cases s'entrecroisent pour mettre en danger notamment les avions. Et peut-être que l'organisation de l'espace aérien ukrainien ne répond pas encore à la sécurité nécessaire à l'usage des F-16. Voilà, c'est une hypothèse. Maintenant qu'on ne les voit pas, c'est une réalité. Et on avait évoqué aussi le fait qu'on vient de le dire qu'ils n'étaient pas très nombreux. Hein, le but quand même, c'est les Danois viennent d'annoncer qu'ils livreraient leurs quelques appareils supplémentaires d'ici la fin du trimestre. Voilà, donc on va peut-être arriver de 10-12, sachant que quand on dit 10-12-15, ça veut dire qu'en gros, il y en a peut-être 4 à 6 maximum en vol. Hein, avec des histoires d'entretien, des histoires de pilotes, formation de pilotes dont on a beaucoup parlé. On n'a quand même pas des chiffres importants de pilotes sélectionnés pour piloter les F-16. Et en plus, si on en perd en combat aérien, ça pose quand même un problème. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Et en fait, dans cette guerre, on s'aperçoit que l'espace aérien, est, à part les missiles, les drones, on ne voit pas beaucoup d'avions. Alors, de temps en temps, on a quelques images d'avions russes. Les avions ukrainiens, on n'en voit pas beaucoup. D'abord, il y a eu dû avoir pas mal de pertes et il y en avait beaucoup moins. Voilà, aujourd'hui, l'espace aérien est plutôt livré à la circulation des missiles et des drones et des défenses antimissiles plutôt qu'à l'aviation. Et peut-être que l'aviation ne remplit pas tout à fait son rôle, justement à cause de cette difficulté à gérer l'espace aérien. Mais justement, quand on parle de cet espace aérien qui est livré aux drones, les F-16, ils ont justement cette mission de défense du ciel, justement dans les attaques de drones russes. Et pour parler des pilotes ukrainiens, la France a complété la formation sur Alpha Jet de, je crois, entre 10 et 20 pilotes ukrainiens. Ils l'ont complété hier, enfin cette semaine. Et du coup, la plupart de ces pilotes vont aller du coup sur la base de Fetești en Roumanie pour être formés sur F-16 et pour pouvoir continuer leur apprentissage. En espérant qu'il y en ait quelques-uns qui restent en France pour être formés sur peut-être Mirage 2000, mais on ne le sait pas encore. Oui, il ne faut pas oublier non plus que les leaders qui sont actuellement sur le théâtre des opérations, ces leaders ukrainiens, ces tout nouveaux leaders, n'ont absolument pas d'expérience. Ils sont tout de suite parachutés, entre guillemets, leaders, et ils doivent faire toute leur expérience. Normalement, j'ai l'impression que dans l'armée française, on devient leader après avoir été ailier, etc. Que là, ils sont obligés de gérer d'autres équipes qui n'ont pas été formées par les Français, par exemple, et ils deviennent tout de suite, ils devraient être tout de suite au point. Ça, c'est difficile. Et effectivement, on vient juste de recevoir les F-16. Vous imaginez toutes ces compositions d'armée. Moi, je suis pas général comme vous, général, mais j'imagine que toute l'organisation de toutes ces troupes terrestres, de l'armée, de l'air, de la marine, etc., ça doit être un savoir-faire qui doit être énorme. Et les Ukrainiens n'ont jamais eu cette capacité-là. Donc il va falloir qu'ils apprennent aussi. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, malheureusement. Il faut prendre ça en compte. Et puis les Ukrainiens n'ont pas de raison de ne pas apprendre, grâce d'ailleurs à la France. Merci d'ailleurs à ce premier groupe d'Ukrainiens qui ont été formés sur Alpha Jet. Parole de Françaises d'origine ukrainienne. L'importance évidemment de se réarmer côté ukrainien, elle est d'autant plus forte que pendant ce temps, la Russie se prépare. Le commandant en chef de la marine russe a déclaré que sa flotte
étaient prêtes à être utilisées. Écoutez. Ce sont des navires modernes. Ils disposent de technologies très avancées, complètement différentes. C'est une arme qui est avant tout de la plus haute fiabilité technique. Et je ne parle même pas de la volonté de l'utiliser. Elle est extrêmement élevée. La possibilité de l'utiliser est extrêmement élevée. Alors, il parle des sous-marins nucléaires russes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit toujours de la même stratégie du côté de la Russie, c'est de démontrer par tous les moyens, alors tous les moyens ça va de la déclaration de Vladimir Poutine aux déclarations d'officiers supérieurs ici dans l'arme sous-marine, démontrer que la Russie a la capacité de riposter, qu'il ne faut pas la provoquer et que tout son appareil militaire est en état d'alerte optimale. C'est toujours le même message. Alors le messager change, il peut être le président russe, il peut être le commandant en chef des forces sous-marines. En réalité, ce qu'on voit, ce sont des exercices tout à fait classiques que font les sous-marins russes autour de la Russie en passant par sous les glaces polaires et rejoignant Vladivostok, c'est-à-dire l'extrême est du pays. Ça n'a rien d'une manœuvre particulièrement menaçante, mais il s'agit de dire, pas seulement à nous les Occidentaux, au monde entier, parce que ce genre de déclarations, elles sont vues en Inde, elles sont vues en Chine, elles sont vues dans beaucoup de pays du Sud à travers les chaînes d'information, dire la Russie est une puissance militaire qui est en fait en état de guerre et qui utilisera tous les moyens à sa disposition pour riposter face à ses ennemis. C'est ça le message, et en plus sous-marin, c'est tout un imaginaire évidemment. Sous-marin nucléaire, c'est la menace ultime, c'est celle que vous ne pouvez pas repérer par définition, et donc c'est celle que vous ne voulez vraiment pas voir utilisée. Mais à part ça, je dirais, c'est la panoplie médiatique, stratégique, la réalité des manœuvres est plutôt normale et ordinaire. Louis Duclos. Je suis totalement d'accord. C'est avant tout de la propagande, c'est avant tout pour montrer qu'ils sont prêts. J'espère pour eux qu'ils sont prêts, vu le budget faramineux qu'ils mettent justement dans cette dissuasion nucléaire, qui coûte énormément dans une économie qui souffre énormément en Russie. Après, la réalité de la marine russe en mer Noire, donc pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est une réalité qui est terrible, parce que c'est une zone maritime qu'ils ont largement perdue face aux drones ukrainiens, face à l'Ukraine, qui est un pays qui n'avait déjà pas vraiment de marine. Donc c'est une grande défaite pour eux. Donc ils font des exercices dans le nord et tout à l'est du pays, c'est bien, mais dans leur capacité opérationnelle contre l'Ukraine, ça ne change rien du tout.